Je suis rentré chez moi après une double garde à l'hôpital, et ma fille de 7 ans avait disparu. Ma mère a dit, nous avons voté. Tu n'as pas ton mot à dire. Ma sœur était déjà en train de vider la chambre de ma fille, comme s'il s'agissait d'une prise de contrôle hostile. Je suis resté calme, et j'ai dit ceci. Mes parents et ma sœur ont blêmi. À 11h03, je me tenais sur le perron, dans mes chaussures de travail, les clés encore à la main, et j'écoutais. Pas pour guetter quelque chose de dramatique concernant ma fille Cora, comme un générique de dessin animé, des petits pas, ou une autre maman au bout du couloir. Au lieu de cela, j'entendais de l'activité, des voix, des rires. Le genre d'énergie brillante et affairée, qui ne se manifeste généralement dans cette maison que lorsque quelqu'un est sur le point de me demander quelque chose. Mon corps réclamait du sommeil. Ma tête était encore pleine de lumière fluorescente, et de moniteurs qui bipaient. J'étais debout depuis si longtemps, que j'avais l'impression que mes os avaient été loués à quelqu'un d'autre. Mais j'avais hâte d'être à ce jour, malgré tout. 2 heures de sommeil, peut-être 3 si j'avais de la chance, puis tout l'après-midi avec Cora, le coucher ensemble, et ensuite je m'effondrerais pour de bon. C'était le plan. Je suis entré, et mon instinct m'a tout de suite alerté que quelque chose clochait. La maison sentait le café et le sirop, et je pouvais entendre la voix enjouée de ma mère, celle qu'elle utilise quand elle essaie de vous vendre quelque chose. Puis j'ai vu ma sœur Allison dans le couloir, en chaussettes, tirant des cartons aplatis. Une boîte de ring light était posée contre le mur, déjà ouverte. Elle a levé les yeux, a souri sans montrer ses dents, et a dit, « Oh, tu es rentré. » Comme si je dérangeais. Je n'ai pas souri en retour. Je n'ai pas dit bonjour. Je n'ai pas demandé pourquoi il y avait des cartons dans le couloir. Je suis passé devant elle, tout droit vers la chambre de Cora, parce que je suis une mère, pas une touriste. J'ai poussé la porte, et je me suis arrêté si vite que mon épaule a heurté le cadre. La chambre avait l'air d'avoir été frappée par une tornade polie. Le lit de Cora était dépouillé jusqu'au matelas. Sa couverture, celle sans laquelle elle refuse de dormir, était pliée et fourrée dans un panier à linge, comme si c'était une gêne. Son lapin en peluche était assis bien droit sur la commode, tourné vers le mur. Le tapis était roulé à moitié, et les murs étaient nus par endroits, là où ses dessins et ses petits posters se trouvaient auparavant. Il y avait du ruban adhésif de peintre collé sur les plinthes, un mètre ruban étendu sur le sol, et sur le bureau trônait une pile de photos imprimées, de l'inspiration, tout en beige et blanc, agressivement adulte. Ce n'était pas du nettoyage. C'était une réaffectation. C'était, votre enfant ne vit plus ici, donc sa chambre est disponible. Ma gorge s'est serrée. J'ai tourné lentement sur moi-même, comme si elle se cachait peut-être derrière quelque chose. Cora, ai-je appelé doucement au début. Rien. J'ai avancé plus loin dans la pièce. La porte du placard était ouverte. Son sac à dos avait disparu. Mes mains sont devenues froides. Je suis retourné dans le couloir. Allison était appuyée contre le mur. Où est-elle, ai-je demandé. Allison a cligné des yeux. Toute innocente. Où est qui? Ma voix est restée égale. Où est ma fille? Avant qu'Allison ne puisse répondre, la voix de ma mère a flotté depuis la cuisine. Oh, chérie, a-t-elle appelé, comme si elle était sur le point de m'offrir une assiette de crêpes. Viens par ici. Je n'ai pas bougé. Où est Cora? Des bruits de pas. Puis ma mère est apparue au bout du couloir, essuyant ses mains sur un torchon comme si elle était dans une publicité. Mon père se tenait derrière elle. Allison a bougé à côté de moi, soudainement très intéressée par ses ongles. J'ai répété. Où est Cora? Ma mère a souri, d'un sourire crispé et brillant. Nous avons voté. Je l'ai fixé. Vous avez quoi? Elle a levé le menton. Nous avons voté. Tu n'as pas ton mot à dire. J'ai senti le monde devenir silencieux, comme si quelqu'un avait baissé le volume de tout, sauf de mon rythme cardiaque. Vous avez voté, ai-je répété lentement, parce que mon cerveau refusait d'accepter ça à vitesse normale. À propos de quoi? Mon père a croisé les bras. Ça a été discuté. Ça a été. J'ai laissé échapper un rire court et essoufflé, qui ne contenait aucun humour. Vous avez tenu un vote au sujet de mon enfant? L'expression de ma mère s'est durcie. Tu n'es jamais là, Anna.
Tu travailles tout le temps. Je travaille, ai-je dit, parce que les factures se fichent des sentiments. Maintenant, où est-elle? Allison est intervenue, aussi décontractée qu'un bulletin météo. Elle est avec son père. L'air dans ma poitrine a disparu. Avec Steven, ai-je dit, et c'est sorti platement. Ma mère a hoché la tête, comme si elle venait de résoudre un problème de maths. Là où elle est censée être. Mes mains picotaient. Ma fille de 7 ans le connaît à peine. C'est quand même son père, a dit mon père. Biologiquement, ai-je dit, et ma voix est restée calme, de cette façon dangereuse. Calme comme si je tenais quelque chose de lourd, et que j'essayais de ne pas le laisser tomber. Ma mère a soupiré, comme si je l'épuisais. Nous devions prendre une décision. Tu n'as pas de recul extérieur. Tu es trop proche du sujet. Je suis sa mère, ai-je dit. C'est ça, le recul. Allison s'est avancée, pointant le doigt vers le couloir comme un agent immobilier. Et de toute façon, nous avons besoin de cette chambre. Je l'ai fixée. Vous avez besoin de la chambre de Cora. Allison n'a même pas bronché. Je travaille à domicile maintenant. J'ai besoin d'un bureau, d'un studio. Tu ne peux pas filmer du contenu avec une enfant qui court partout. J'ai regardé d'elle à ma mère. Vous transformez sa chambre en studio? Ma mère a dit, nous ne pouvons pas avoir une enfant ici, dans la maison. C'est dérangeant. Dérangeant? Ma fille qui existe. Mon père a ajouté, et tu ne peux pas t'occuper d'elle. Tu es toujours au travail. Alors pourquoi fais-tu l'étonner? J'ai senti quelque chose de froid et de clair s'installer en moi. Pas encore de la colère, quelque chose de plus tranchant. J'ai pris une lente inspiration. Puis je me suis détourné, et j'ai marché vers la salle de bain. Pas parce que je fuyais, mais parce que si je restais dans ce couloir, j'allais dire quelque chose qui mettrait le feu à toute la maison, et j'avais besoin de ce feu pour plus tard, quand ça compterait. J'ai verrouillé la porte. Je me suis regardé dans le miroir. Un visage usé par le travail, des yeux fatigués, le regard d'une femme qui a passé des années à essayer d'être raisonnable avec des gens déraisonnables. J'ai posé les deux mains sur le lavabo et j'ai respiré. Inspiré, expiré, inspiré, expiré. Puis j'ai déverrouillé la porte, et je suis retourné dans le couloir. Ils parlaient encore, se justifiaient encore, agissaient encore comme s'ils étaient le comité en charge de ma vie. J'ai marché vers eux, calme, stable, différente. Je suis resté calme, et j'ai dit une phrase. Ils se sont tous arrêtés, et la couleur a quitté leur visage. Ils m'ont fixé comme s'ils ne m'avaient jamais vu auparavant, ce qui était drôle d'une manière sèche, parce qu'ils avaient passé toute ma vie à m'entraîner à être la version de moi qui ne leur ferait pas peur. Celle qui ne ripostait pas. Celle qui prenait tout ce qu'on lui donnait, et appelait ça la famille. Mais la femme qui se tenait dans ce couloir, elle ne demandait plus la permission. Et regarder leur visage changer, subtilement puis plus nettement, m'a tiré en arrière dans le temps. Parce que tout ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé quand j'étais enfant. Ma sœur Allison a 2 ans de moins que moi. 2 ans, ce n'est rien maintenant. Mais dans notre maison, c'était une couronne. Allison était la préférée. Pas de manière évidente, là où les parents le disent à voix haute. Ils le faisaient de manière silencieuse, celle qui leur permet de le nier plus tard. Allison recevait des éloges pour être spéciale. Je recevais des éloges pour être utile. Allison était créative. J'étais responsable. Si Allison pleurait, ma mère bougeait comme si une alarme d'urgence s'était déclenchée. Si je pleurais, mon père disait, « Tu vas bien ». Alors, j'ai appris à aller bien. J'ai appris à être utile. J'ai appris à anticiper ce qu'ils voulaient avant qu'ils ne le disent. Parce que si vous êtes utile, on vous tolère. Et même quand j'étais petite, je pouvais sentir que c'était comme ça qu'ils me voulaient. Pas parti, exactement, mais hors du chemin. Avance rapide jusqu'à l'âge adulte. Je suis devenue infirmière, parce que les soins infirmiers, c'est logique. Il y a un problème, vous le traitez. Quelqu'un est blessé, vous aidez. Vous ne votez pas pour savoir s'il mérite des soins. Puis j'ai rencontré Steven. Il était charmant, de la manière dont les gens sont charmants quand ils savent comment l'être. Drôle, facile à vivre, le genre de personne qui vous fait baisser votre garde.
Je suis tombée enceinte. Steven est devenu silencieux. Puis il a dit, de manière plate et claire, je ne veux pas d'enfant, comme s'il choisissait un accompagnement au restaurant. J'étais assez jeune pour penser que l'amour pouvait arranger ça. Assez vieille pour savoir que je ne mettrais pas fin à ma grossesse parce qu'un homme voulait rester confortablement irresponsable. Alors, j'ai eu Cora. Steven l'a tenue une fois, brièvement, maladroitement, comme si elle était fragile et inconnue. Après ça, il s'est effacé. Il ne s'est pas montré pour les moments difficiles. Il ne s'est pas montré pour les moments normaux non plus. Il apparaissait quelques fois par an, disait quelque chose comme « Eh, gamine ». Prenait une photo comme preuve de vie, et disparaissait à nouveau. Nous ne sommes jamais allés au tribunal. Pas parce que je ne croyais pas à la paperasse, mais parce que Steven ne croyait pas à la parentalité. Et on ne peut pas négocier la garde avec quelqu'un qui traite l'implication comme un abonnement optionnel. Alors Cora vivait avec moi. Quand elle a eu environ 5 ans, j'avais un travail qui fonctionnait techniquement. Pas glamour, pas impressionnant, mais ça collait, des heures à temps partiel, des gardes prévisibles, le genre d'emploi du temps qui permet à une mère célibataire de faire la sortie de la garderie sans piquer un sprint sur le parking, comme si elle était dans une série policière. L'argent était plus serré, bien sûr, mais Cora était en sécurité. J'étais présente. Je pouvais respirer. Et puis on m'a offert le poste que les infirmières veulent vraiment. Meilleur salaire, une vraie traction de carrière, le genre d'avancement qu'on n'obtient pas 2 fois. Le hic, c'était l'emploi du temps, des heures brutales, parfois des doubles gardes, le genre de travail qui a l'air génial sur le papier, et qui détruit votre vie en pratique si vous n'avez pas de soutien. Mon premier réflexe a été de dire non. Je l'ai mentionné nonchalamment à mes parents, plus comme si je réfléchissais à voix haute que pour demander quoi que ce soit. Et c'est là qu'ils ont fait un demi-tour émotionnel soudain, si rapide qu'il aurait dû être accompagné de feux de détresse. Parce qu'avant ça, ils n'étaient pas chaleureux avec Cora. Pas ouvertement cruel, rien qu'on puisse pointer du doigt et dénoncer, juste distant, comme si elle était l'enfant d'un invité qui risquait de renverser du jus de fruits. Ils ne se souciaient pas non plus de ma carrière. Pas vraiment. Alors, quand ma mère a soudainement dit « Tu dois accepter », j'ai vraiment cru avoir mal entendu. « Tu peux emménager ici », a-t-elle dit, essoufflée par l'enthousiasme. « Nous aiderons. Nous sommes à la retraite. Nous pouvons faire la garde d'enfants. Tu ne peux pas laisser passer ça. » Mon père a hoché la tête. Allison, vivant toujours à la maison en tant qu'adulte, a dit « C'est une opportunité unique. Tu serais stupide de ne pas le faire. » C'était suspect. Et puis la raison a finalement fait surface. Ils étaient sur le point de perdre la maison. Ma maison d'enfance, l'endroit qu'ils traitaient comme un trône. Ils se noyaient sous les dettes. Environ 68 000 $ de dettes non garanties. Et ils avaient environ 19 400 $ de retard sur l'hypothèque et les impôts. Leur crédit était ruiné. Ils ne pouvaient pas refinancer. Ils ne pouvaient pas emprunter. Ils ne pouvaient pas arranger ça. Et mon travail stable et mieux payé, c'était leur bouée de sauvetage. Ils m'ont fait asseoir comme s'ils me présentaient un plan. « Nous avons besoin que tu signes certaines choses », a dit ma mère. « Quelles choses ?» ai-je demandé, sentant déjà ma peau picoter. « Un prêt », a dit mon père. « À ton nom. » Mon estomac s'est noué. « Non, c'est temporaire », a dit ma mère rapidement. « Nous te rembourserons. » Allison a souri comme si elle partageait une astuce de génie. « Ton crédit est bon. Le nôtre ne l'est pas. » Et puis est venue la partie qu'ils ont essayé de lancer comme un détail mineur. « La maison devra être transférée à ton nom », a dit ma mère trop vite. « Juste pour la paperasse. C'est juste une formalité. » Une formalité. Ils voulaient que j'assume la responsabilité, que je porte la dette, que je risque mon avenir, et ils s'attendaient toujours à garder le pouvoir. Je n'aimais pas ça. Je n'avais pas confiance. Mais je ne pouvais pas non plus les regarder perdre la maison. Et c'est la partie qui me met encore en colère contre moi-même. Je voulais croire qu'ils étaient sincères pour le reste. La garde d'enfants, le on adore avoir Cora ici, l'enthousiasme soudain. Alors, j'ai dit oui. J'ai mis environ 24 000 $ de mes propres économies au départ. J'ai pris en charge un paiement mensuel de la maison d'environ 2 350 $ à mon nom.
J'ai signé ce qu'ils ont mis devant moi. La maison a été transférée à mon nom, et ils ont appelé ça une formalité. Au début, l'accord a tenu. Ils gardaient l'enfant. Je travaillais. Cora s'est adaptée. Puis la paperasse a été réglée. La maison était sauvée. La crise était terminée. Et c'était comme si l'accord s'était évanoui. Soudain, je déversais de mon enfant sur eux. Soudain, mon travail était un mauvais choix. Soudain, je n'étais jamais là. Comme s'ils n'avaient pas insisté pour que je prenne cet emploi du temps. Allison a commencé à se plaindre le plus du bruit, de l'espace, du besoin d'un bureau à domicile et d'un studio, du contenu, et Cora est devenue le problème. Trop bruyante, trop présente, trop gênante. Mes parents ont soutenu Allison comme ils l'avaient toujours fait. Puis les commentaires ont commencé. Eh bien, il y a un père. Pourquoi n'est-elle pas plus avec lui? Tu ne peux pas compter sur nous pour toujours. Je n'ai pas pris ça au sérieux, parce que Steven n'était pas un père d'une quelconque manière qui comptait, et parce que je n'ai jamais cru que mes parents feraient réellement ce qu'ils sous-entendaient. Je pensais que c'était du contrôle, de la pression, des menaces. Jusqu'à ce que je rentre à la maison à 11h03 après une double garde, et que la chambre de Cora soit en train d'être démantelée comme si elle n'y avait jamais existé. Et ma mère a dit, nous avons voté. Et dans ce couloir, en regardant leur visage se crisper, j'ai réalisé que les paroles s'étaient transformées en actes. Je les ai regardés, calmes, stables, et j'ai ouvert la bouche. Je veux que vous partiez de ma maison dans les 30 jours, ai-je dit doucement. Vous tous. Le couloir est devenu si silencieux, que je pouvais entendre le frigo ronronner. Ma mère a cligné des yeux vers moi comme si je venais d'annoncer que je déménageais sur la Lune. La bouche de mon père s'est ouverte une fois, et s'est refermée. Le petit sourire confiant d'Allison s'est brisé. Qu'est-ce que tu veux dire, a claqué ma mère. De quoi tu parles, a ajouté mon père plus fort, comme si le volume pouvait réécrire la réalité. Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas argumenté. J'ai marché vers ma chambre, parce qu'il y a une certaine forme de pouvoir à ne pas s'expliquer à des gens qui ne se sont jamais expliqués à vous. Derrière moi, ils ont continué à parler. Leur voix suivait comme des moucherons. Ce n'est pas ta maison, a dit ma mère depuis le couloir. C'est la nôtre. Ne parle pas à tes parents comme ça, a aboyé mon père. Nous avons pris la décision difficile pour toi, a ajouté ma mère. Tu aurais dû la prendre il y a des années. La voix d'Allison a coupé net, aiguë de panique. C'est la bonne chose à faire. J'ai continué à bouger. J'ai enlevé mes chaussures de travail, attrapé mon sac, mon téléphone, mes clés. Puis j'ai ouvert le tiroir du bas de ma commode et j'ai sorti le dossier que j'évitais depuis des années, celui avec la paperasse, celui qui prouvait ce qui n'était qu'une formalité. Je l'ai glissé dans mon sac sans le regarder trop longtemps, parce que si je le faisais, je me souviendrais de chaque moment où j'avais avalé mes doutes pour les sauver. Je suis ressorti. Ils attendaient, me regardant comme si j'étais soudainement dangereuse. Je vous enverrai des papiers légaux sous peu, ai-je dit. Je veux que vous sortiez de cette maison. Ma mère s'est figée d'une manière qui n'était pas théâtrale cette fois. Mon père a craqué. Tu ne peux pas faire ça. Allison s'est tournée vers lui, la voix montant dans les aigus. Est-ce qu'elle peut faire ça? Qu'est-ce qu'elle veut dire? Je n'ai pas répondu. Je suis sorti par la porte d'entrée. Pas de cris, pas de scène, pas de monologue dramatique, juste une sortie nette. Et derrière moi, j'ai entendu la bousculade, le passage soudain de la certitude suffisante au calcul paniqué. Dans la voiture, mes mains étaient stables sur le volant. Mon cœur ne l'était pas. J'ai appelé Steven. Pas de réponse, encore. Messagerie vocale. Bien sûr. J'ai conduit quand même, parce que rester immobile se serait transformé en spirale infernale, et paniquer ne ramène pas votre enfant. Pourquoi ne m'avait-il pas appelé? Pourquoi ne répondait-il pas? Pourquoi mes parents se sentaient-ils à l'aise de livrer mon enfant comme un colis? J'ai rappelé. Rien. Alors, j'ai fait la chose suivante. J'ai appelé sa mère. Suzanne a décroché à la première sonnerie. Sa voix était froide, comme si elle attendait ce moment. Anna, a-t-elle dit. Savez-vous où est Cora, ai-je demandé, et j'ai entendu la fêlure dans ma propre voix.
Mes parents ont dit qu'elle est avec Steven, mais il ne répond pas. Est-ce qu'elle va bien? Elle restera avec nous, a dit Suzanne, d'un ton plat et définitif. Et tu ne la récupéreras pas. J'ai cligné des yeux. Quoi? Elle va bien, a dit Suzanne. Mais tu ne la récupéreras pas. Puis elle a raccroché. Pas d'avertissement, pas d'explication, juste un clic comme si elle avait fermé un dossier. J'ai fixé mon téléphone pendant une demi-seconde, comme s'il pouvait changer d'avis. Ce n'était pas le cas. J'ai fait demi-tour si vite que mes pneus ont crissé. J'ai conduit jusqu'à la maison de Suzanne et David avec la mâchoire serrée assez fort pour me faire mal. Quand je suis arrivé là-bas, j'ai frappé comme si j'essayais de faire sortir le mensonge de la porte à coups de poing. Suzanne a ouvert la porte de quelques centimètres, pas des centimètres accueillants, le genre qui disent « je peux fermer ça à la seconde où tu m'en donnes une raison ». Je ne me suis pas embarrassé d'un bonjour. Où est Cora? Les yeux de Suzanne m'ont parcouru. Ma tenue de bloc, mes cheveux en désordre, l'air de quelqu'un qui roule sur les vapeurs, et elle ne s'est pas adoucie. Au contraire, elle avait l'air plus certaine. Elle est ici, a-t-elle dit. Le soulagement a frappé fort. Puis elle a ajouté, aussi plat qu'un dossier claqué, et tu ne la récupéreras pas. Mon estomac s'est noué. Pardon? Tes parents l'ont amenée, a dit Suzanne. Ils ont dit que tu savais. Je ne savais pas, ai-je dit. Je suis rentré et elle était partie. Le regard de Suzanne n'a pas bougé. Ils ont dit que tu la voulais avec Steven. Un court souffle sans humour m'a échappé. Steven ne répond même pas à son téléphone. Ça a fait quelque chose. Pas de la gentillesse, juste une lueur, comme si le nom était un vieux bleu. Derrière elle, une latte de parquet a grincé. Son mari, David, est apparu dans le couloir, les bras croisés, le visage illisible. Il ne s'est pas approché. Il a juste regardé, comme s'il mesurait la situation et décidait de ce qu'elle valait. Est-ce qu'elle va bien, ai-je demandé, et j'ai détesté à quel point ma voix semblait prudente. Suzanne n'a pas hésité. Elle est en sécurité. Laissez-moi la voir. La main de Suzanne est restée sur la porte. Je pouvais sentir mon pouls dans ma gorge. Je l'ai forcé à redescendre. Mode infirmière, contrôlé, clair. Je ne suis pas ici pour débattre, ai-je dit. Je suis ici pour ma fille. Les yeux de Suzanne se sont légèrement plissés. Tu aurais dû venir avec elle. Je ne l'ai pas envoyée, ai-je dit. Mes parents l'ont fait. Dans mon dos. Silence. Pas la paix. Du calcul. Le regard de David a changé, subtil, comme s'il vérifiait si mon histoire tenait la route. La voix de Suzanne est restée froide. Les gens disent n'importe quoi quand ils veulent quelque chose. Alors ne me croyez pas sur parole, ai-je dit. J'ai sorti mon téléphone de ma poche et je l'ai tenu en l'air, l'écran face à elle. Un coup d'œil a suffi. Les appels manquaient vers Steven empilés comme une échelle. L'appel à Suzanne. L'horodatage. Je l'ai appelé. Pas de réponse. Je vous ai appelé. Vous avez raccroché. Suzanne n'a pas regardé le téléphone longtemps, mais David si. Juste un coup d'œil rapide. Comme s'il ne pouvait pas s'en empêcher. J'ai gardé ma voix basse. Demandez à Cora ce qu'on lui a raconté. La mâchoire de Suzanne s'est serrée. David n'a pas bougé pendant un instant. Puis il a parlé, calme, presque ennuyé, comme s'il essayait de ne pas montrer son jeu. Était-elle bouleversée quand elle est arrivée? Les yeux de Suzanne ont lancé un éclair vers lui, mais elle a répondu quand même. Oui. J'ai hoché la tête une fois. Alors vous savez déjà que quelque chose ne va pas. La maison derrière eux était calme. Trop calme. Le genre de calme qui vous donne la chair de poule parce que ça signifie que quelqu'un de petit est assis très tranquillement. La prise de Suzanne sur la porte ne s'est pas desserrée. Les yeux de David ont glissé par-dessus son épaule vers le couloir, puis sont revenus vers moi. Un autre battement. Puis il s'est décalé juste assez pour créer un espace. Entrez, a-t-il dit. Pas chaleureux, me laissant juste passer. Je suis entré et c'est là que je l'ai vu. Cora était assise à la table de la cuisine avec une tasse devant elle. Ses épaules étaient voûtées.
Ses mains étaient enroulées autour de la tasse comme si c'était la seule chose solide au monde. Elle paraissait petite, d'une manière qui a figé quelque chose en moi. Cora, ai-je soufflé. Ses yeux se sont levés vers moi. Elle n'a pas couru. Elle n'a pas souri. Elle a juste fixé, comme si elle attendait de voir si j'étais réel. J'ai traversé la pièce et je me suis agenouillé à côté d'elle. « Salut, bébé », ai-je dit doucement. J'ai passé mes bras autour d'elle. Elle ne m'a pas rendu mon étreinte. Elle est restée raide, les bras le long du corps, comme si elle ne faisait pas confiance à ce moment. Ma poitrine s'est serrée. Je me suis reculé juste assez pour voir son visage. Ses yeux étaient humides, mais elle ne pleurait pas comme les enfants pleurent habituellement. C'était comme si elle avait déjà pleuré et qu'elle n'avait plus de place pour ça. Puis sa voix est sortie, petite et brisée. Grand-mère a dit, tu ne voulais pas de moi. Ma gorge s'est fermée. Je n'ai pas pu respirer pendant une seconde. J'ai levé les yeux brièvement vers Suzanne et David. Ils observaient depuis l'embrasure de la porte, sur leur garde et silencieux, comme s'ils attendaient un verdict. Puis j'ai regardé à nouveau ma fille. Chérie, ai-je dit, et ma voix tremblait. Elle a menti. La lèvre de Cora tremblait. Elle a dit que tu leur avais dit. Elle a dit que tu étais fatigué de moi. Mes yeux me brûlaient. Je suis rentré à la maison, ai-je dit soigneusement, comme si mes mots étaient la seule chose qui la maintenait entière. Je suis rentré et tu n'étais pas là. J'avais hâte de passer toute la journée avec toi. J'ai conduit aussi vite que j'ai pu. Les yeux de Cora cherchaient les miens. Tu ne leur as pas dit, a-t-elle chuchoté. Tu ne leur as pas dit de m'amener ici parce que tu ne veux pas de moi. Jamais, ai-je dit, et ma voix s'est brisée sur ce mot. Pas dans 1 million d'années. Ses épaules se sont affaissées un peu. Puis lentement, ses bras se sont levés et se sont enroulés autour de moi. Pas serré, pas instantanément. Prudent, mais réel. Je l'ai tenu comme si le monde avait prouvé qu'on ne pouvait pas lui faire confiance. Derrière nous, je pouvais sentir Suzanne et David regarder, toujours sur leur garde, toujours silencieux. Puis David s'est raclé la gorge. Nous pensions que tu ne voulais pas d'elle, a dit Suzanne avec raideur. Je n'ai pas levé les yeux. Je le sais. La voix de David est venue plus basse, plus stable. Nous n'approuvons pas la façon dont Steven est. Ça m'a fait lever les yeux. Ses yeux étaient sérieux. Pas doux, mais sincères. Et quand nous avons cru qu'une enfant était remise comme si elle était indésirable, a-t-il ajouté, nous étions prêts à la prendre sans hésitation. Suzanne a hoché la tête une fois, toujours rigide. Nous n'allions pas la laisser être ballottée. J'ai absorbé ça. Pas de la confiance, pas du soulagement, de l'information. Une fissure dans le mur, placée exactement là où elle devait être. Je me suis levé, gardant une main sur l'épaule de Cora. Je la prends, ai-je dit. Suzanne n'a pas argumenté. David n'a pas bloqué la porte. Ils nous ont regardés partir. Cora tenait ma main si fort dans la voiture. Ça faisait mal, et j'ai laissé faire, parce que ça voulait dire qu'elle était là. J'ai démarré en sachant une chose avec certitude. Ce n'était pas la fin. Ce n'était que le début. Je n'ai pas ramené Cora à la maison. Pas après ce que j'avais vu dans sa chambre. Pas après ce que ma mère lui avait dit. J'ai conduit directement jusqu'à un hôtel. Des murs beiges, une moquette neutre, le genre d'endroit conçu pour être émotionnellement oubliable. Parfait. Cora a grimpé sur le lit avec ses chaussures encore aux pieds, et a fixé la télé sans l'allumer. Je me suis assise à côté d'elle et j'ai expiré. D'accord, ai-je dit doucement. Nouveau plan. Cora m'a regardé, les yeux méfiants. On est en sécurité? Cette question a frappé comme un coup de poing. J'ai attrapé sa main. Oui, ai-je dit. Nous sommes en sécurité. Puis j'ai fait ce que je fais quand tout s'effondre. J'ai commencé à gérer la situation. J'ai appelé le travail. Urgence familiale, ai-je dit à mon infirmière-chef. J'ai besoin de congé. Personne dans un hôpital ne demande une explication complète quand votre voix sonne comme ça. Prends ce qu'il te faut, a-t-elle dit. On va couvrir. J'ai raccroché et j'ai regardé ma fille, et la partie de maman ours en moi, silencieuse depuis trop longtemps sous l'épuisement et le besoin de plaire aux autres,
s'est levé complètement. Nourriture d'abord, bain, pyjama propre, boisson chaude, son émission préférée, ma main sur son dos pendant qu'elle essayait de s'endormir. Je n'ai pas déchargé ma rage sur elle. Je ne lui ai pas donné de peur d'adulte à porter. J'ai juste continué à dire ce qui comptait. Tu es avec moi. Je te tiens. Personne n'a le droit de te déplacer. Elle s'est endormie, recroquevillée contre mon flanc, comme si elle avait peur que je disparaisse. Quand elle a respiré régulièrement, j'ai vérifié mon téléphone. Appel manqué. Tellement. Maman, papa, Allison, des textos aussi. En colère, confus, exigeant comme si je leur devais des réponses. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, le matin, j'ai appelé un cabinet d'avocats et j'ai programmé un rendez-vous. Le jour suivant, j'étais assise en face de Maître Brown dans un bureau qui sentait le café et le bois poli. Il avait le visage calme d'un homme qui avait vu le chaos familial professionnellement et qui ne bronchait pas devant. J'ai glissé le dossier sur son bureau, les documents que j'avais pris quand je suis parti. Maître Brown les a feuilletés lentement. Puis il a levé les yeux. La maison est légalement à vous, a-t-il dit. Mes poumons se sont desserrés comme s'ils avaient été serrés depuis des années. Vous pouvez tout à fait les expulser, a-t-il continué. J'enverrai les lettres et lancerai la procédure. J'ai hoché la tête une fois. Faites-le. Le stylo de Maître Brown a bougé sur le papier. Ils vont être en colère. J'ai laissé échapper un petit rire sec. Ils étaient en colère quand ils ont voté l'exclusion de ma fille. Au moins cette fois, leur colère arrive avec un timbre. 2 jours plus tard, Cora était de retour à l'école. Pas magiquement guérie, pas instantanément réparée, mais de retour dans la routine. Et j'étais de retour à l'hôpital, essayant de travailler comme si ma vie personnelle n'était pas un désastre. J'étais dans le couloir près du poste des infirmières quand j'ai entendu mon nom. Pas une voix de collègue, une voix exigeante. Je me suis tourné et ils étaient là, ma mère et mon père, dans l'hôpital, agitant des papiers, les documents d'expulsion. Le visage de ma mère était rouge de fureur. Mon père avait l'air d'avoir mâché de la colère pendant 2 jours d'affilée. Ils ont marché jusqu'au bureau et ont commencé à élever la voix. Les patients regardaient. Le personnel s'est raidi. Quelqu'un de la sécurité a commencé à prêter attention. Je me suis avancé avant que ça ne devienne une scène complète. 5 minutes, ai-je dit, d'un ton sec. C'est tout ce que vous aurez. Ma mère a sifflé, oh, maintenant tu as des limites. Je les ai conduits vers un couloir latéral près d'une salle de consultation vide, assez près pour que le personnel puisse me voir, assez loin pour que mon unité n'ait pas à regarder ça. Mon père a poussé les papiers vers moi. Explique ça. La voix de ma mère a grimpé. Comment oses-tu? Comment oses-tu envoyer des avocats après nous? Mon père a claqué, tu nous as escroqués. Tu as volé notre maison. J'ai cligné des yeux lentement. Je l'ai volé? Oui, a craché ma mère. Tu as utilisé une échappatoire. Tu as planifié ça. Tu as trahi tes parents. J'ai gardé ma voix plate. Un calme d'hôpital. Le genre de calme qu'on utilise quand quelqu'un saigne et qu'on a besoin d'avoir les mains stables. Vous m'avez supplié de le faire, ai-je dit. Ma mère s'est moquée. Nous n'avons jamais supplié. Si, vous l'avez fait, ai-je dit. Vous aviez environ 68 000 $ de dettes non garanties. Vous aviez environ 19 400 $ de retard sur l'hypothèque et les impôts. Vous ne pouviez pas refinancer. Votre crédit était ruiné. La mâchoire de mon père s'est serrée. J'ai mis environ 24 000 $ de mes propres économies au départ, vous vous souvenez, ai-je continué. J'ai pris en charge un paiement mensuel d'environ 2 350 $ à mon nom. J'ai mis mon crédit et mon avenir en jeu. Les yeux de ma mère ont lancé des éclairs. Et tu nous jettes ça à la figure. Non, ai-je dit, je le remets là où ça doit être. Mon père s'est approché. Nous sommes tes parents. Je l'ai regardé et j'ai senti quelque chose se mettre en place. Net. Final. Vous avez cessé d'être mes parents au moment où vous avez voté l'exclusion de ma fille, ai-je dit. La voix de ma mère est montée plus haut. Nous avons pris la décision difficile pour toi. Vous l'avez prise pour vous-même, ai-je dit. Pour le studio d'Allison, pour votre confort,
pour le contrôle. Ma mère a tressailli comme si j'avais dit quelque chose d'obscène. Vous avez largué mon enfant chez Steven, ai-je dit. Vous lui avez dit que je ne voulais pas d'elle. Les yeux de mon père se sont détournés pendant une demi-seconde. Bien. Vous n'aurez pas accès à Cora, ai-je dit. Pas maintenant. Pas jamais. Ma mère a grogné. Tu ne peux pas la garder loin de nous. Je peux, ai-je dit. Et je le ferai. Leurs voix ont grimpé à nouveau. Accusation, panique, rage. J'ai fait un pas en arrière et j'ai fait un signe de tête à l'agent de sécurité qui rôdait maintenant dans le couloir. J'ai fini, ai-je dit. Vous avez utilisé vos 5 minutes. Ma mère a commencé à protester. La sécurité est intervenue. Ils ont été escortés dehors, criant encore, essayant encore de me traîner dans l'ancien rôle. Mais le rôle avait disparu. Je les ai regardés disparaître par les portes, le cœur battant, les mains tremblantes, la colonne vertébrale droite. Parce que le pouvoir n'est pas bruyant, le pouvoir sait partir. Et alors que je me retournais vers mon unité, une pensée a atterri proprement. Ils pensaient qu'ils pouvaient voter l'exclusion de ma fille. J'ai décidé de voter leur exclusion à la place. 1 mois plus tard, ma mère, mon père et Allison avaient déménagé. Pas sorti en trombe pour revenir ensuite, mais déménagé. Réellement parti. J'ai pris un nouveau travail dans une clinique d'une ville voisine. Temps partiel, heure stable, pas de double garde, le genre d'emploi du temps qui convient à la maternité. La maison contenait trop de souvenirs, alors je l'ai louée pour environ $2850 par mois, et j'ai utilisé ce revenu pour vivre confortablement avec un travail à temps partiel et payer une garde d'enfants occasionnelle quand j'en avais besoin. La vie est aussi devenue plus facile pour une raison très simple. Ma mère, mon père et Allison ne drainaient plus mes finances. J'ai coupé tout contact, pas d'appel, pas de texto, pas de juste pour prendre des nouvelles. J'ai entendu par des proches qu'ils étaient dans une location de 2 chambres maintenant, et qu'Allison était toujours là, elle aussi. À profiter du système, gérant son hobby d'influenceuse depuis sa chambre, vivant de leur pension comme si c'était un plan de carrière. Cora a récupéré lentement, pas en ligne droite, mais lentement. Elle a recommencé à faire ses nuits. A recommencé à rire sans vérifier mon visage d'abord. A recommencé à avoir confiance que la maison, c'était moi. Et le rebondissement auquel je ne m'attendais pas, je suis resté en contact avec Suzanne et David. Ils n'ont pas excusé Steven. Ils ne l'ont pas défendu. Ils se sont montrés présents pour Cora discrètement, régulièrement. Ils lui rendent visite chaque semaine maintenant. Et Cora apprécie vraiment ça. Alors, qu'en pensez-vous? Est-ce que je suis allé trop loin ou pas assez? Est-ce que j'ai volé mes parents? Avais-je raison de les mettre à la porte et de garder la propriété? Faites-le moi savoir dans les commentaires et abonnez-vous pour